Bonjour tout le monde. Je suis Rachel Wizet, donc je travaille à France Nature Environnement. Je vais dire quelques mots pour introduire ce webinaire et laisser ensuite la parole à toutes nos intervenantes, que je remercie vivement pour ce webinaire et toutes leurs interventions. Donc, je mets la petite diapo. Donc, bienvenue à ce webinaire sur voilà, tout savoir sur le hérisson, quand a-t-il vraiment besoin de notre aide, qui était proposé par les vétérinaires pour la biodiversité et auquel on s'est associé tout de suite dans le cadre de la fête des hérissons. Donc, c'est le premier jour aujourd'hui de la fête des hérissons. C'est la fête du mouvement FNE et de la biodiversité au jardin, avec notre emblème totem, le hérisson, dont on va parler ce soir. Avec nous, nous aurons Anne Van Deville de l'Office français de la biodiversité, Anne-Sophie Lezé du Centre de soins de Beauval Nature, Emeline Dunant du Centre de soins Atopique, Cécile Lebarzic du Centre de soins CHUV-FS, Marie-Pierre Puech et Sarah Bizer du Centre de soins Goupil Connexion, et enfin Victoire Kuhn de France Nature Environnement Doux qui nous parlera de l'opération Hérisson. Euh, Avant de passer la parole à Anne, deux petits mots pour vous préciser que effectivement ce webinaire sera disponible en replay. Il sera envoyé par mail à l'ensemble des inscrits et il sera aussi communiqué sur notre site internet et les réseaux sociaux. Donc vous devriez le retrouver facilement. N'hésitez pas à le repartager. Et voilà. Eh bien, je laisse la parole à Anne. Avec une nouvelle diapo, oui. Bonjour, c'est possible de le mettre en mode diaporama? Oui, tout à fait. Alors, bonjour tout le monde, enchanté. Donc, comme il vous a été présenté, moi je suis à l'Office français de la biodiversité, qui est un établissement public qui a été créé en 2020 pour appuyer les politiques nationales sur la biodiversité. À l'OEB, on fait de la police, de la recherche, de la surveillance, du sanitaire, de la gestion d'espaces protégés, de la mobilisation de la société. Et là, aujourd'hui, je vais mettre en avant plutôt les connaissances sur le contexte réglementaire lié à l'espèce hérisson. Moi, Anne Vandevielle, je suis vétérinaire, fonctionnaire et donc responsable de la coordination de la politique santé de la faune sauvage à l'OEB. Diapo. Excuse-moi, Anne, est-ce que Oui. excusez-moi, j'arrête le partage. Est-ce que, en fait, je peux pas accepter les nouvelles personnes si c'est moi qui partage. Je suis Ah, désolée. Euh, J'essayais en parallèle là de les accepter petit à petit. J'ai l'impression que ça fonctionne. Ah, Donc, t'as la main dessus. Ok, ouais. excusez-moi. Je repartage. Tac. Merci beaucoup. Voilà, je me tais. alors là, je vois, voilà, ça arrive. Deuxième diapo. Là. Donc, pour classer les espèces, alors la classification est très différente d'un pays à l'autre. Et là, on va regarder bien sûr ce qui se passe en France. Presque toutes les espèces ont un statut réglementaire. Et on va voir un peu dans les détails. Alors, je parle de la France, mais la France est quand même dans un contexte international, donc il faut commencer par le droit international. La première convention qui nous intéresse, c'est la Convention de Berne, qui s'adresse à la faune sauvage libre, qui est à l'échelle européenne et qui sert à protéger un certain nombre d'espèces plutôt de manière collective. Alors, on parle souvent du blaireau, du loup. Le hérisson fait partie de la Convention de Berne, hein. Cette convention a été ratifiée par la France et dans son annexe 3, la Convention précise que toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe 3 est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. Donc on parle bien de population et pas d'individus. Alors il faut faire la différence entre cette convention de Berne et la convention de Washington, que probablement beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, dont le nom officiel c'est la convention CITES et qui est pour le commerce de la faune sauvage captive. Donc là, la convention de Berne, on est bien sur la protection de la faune sauvage libre en liberté sur nos territoires. Diapo suivante. Alors, maintenant qu'on a vu le contexte international, dans le droit français,
on s'est attaché à séparer les espèces en 2 grandes catégories. Donc on va avoir d'abord les espèces chassables, les espèces gibier, qui sont régies par le Code de l'environnement et par toute une série d'arrêtés ministériels qui vont préciser quelles espèces en font partie. Et toutes les espèces qui ne sont pas chassables sont des espèces protégées. Et dedans, on va trouver des mammifères, dont le hérisson, des oiseaux, des insectes, des amphibiens, des reptiles. Alors là, on va parler de protection des individus. Le droit français va beaucoup plus loin que le droit européen. C'est l'article L411-1 du Code de l'environnement et les articles suivants qui vont définir comme ce qui se passe pour ces catégories d'espèces. Et là, on va avoir des mesures très strictes d'interdiction, alors de détruire, de capturer, de mutiler, d'enlever, de perturber, du coup, les hérissons et les espèces qui ont le même statut, dans leur milieu naturel. Leur détention, leur transport, leur naturalisation, le commerce, la vente ou l'achat et l'utilisation sont strictement interdits. Donc on a le droit vraiment de rien faire, que de les regarder vivre. Et les sites de reproduction et les aires de repos ne peuvent être ni détruits ni dégradés. Donc ça, c'est la réglementation. Dans les catégories d'espèces, il y a un cas particulier pour les poissons parce que presque tous les poissons sont pêchables, sauf les sturgeons, mais ils ont quand même un statut de protection, au moins vis-à-vis de leur habitat. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le hérisson. Et puis, il y a quelques rares espèces sans statut, c'est les micro-mammifères. Donc, dedans, il y aura les taupes, les souris, et en fait, ils n'ont pas de statut pour qu'on puisse notamment les faire détruire par des particuliers sans contrainte. Donc, il n'y a pas de réglementation pour la tapette à souris ni pour l'explosif à taupe. Diapositive. Alors, je vais l'illustrer. Donc, on va classer un peu les espèces, bien sûr, en polarisant sur le hérisson. Donc, on va parler des espèces évoluant librement dans le milieu naturel français. Et dans cette catégorie, on aura, comme je le disais, des mammifères, des oiseaux, des amphibiens, des insectes, des reptiles. Et à chaque fois, je vais illustrer par quelques exemples. Alors, clique. Donc, on a, je le disais d'abord, les espèces gibier chassables avec l'arrêté qui le précise. Et dedans, on va trouver le cerf, le lièvre, le faisan, le blaireau, plus surprenant peut-être l'hermine ou la tourterelle turque. Clique. Comme autre grande catégorie, les espèces protégées avec plusieurs arrêtés selon les catégories. Et là, on va trouver notre hérisson, mais aussi l'hirondelle, par exemple. Donc, on n'a pas le droit de déplacer un nid d'hirondelle. Et les cistudes d'Europe, qui sont des tortues. On a les espèces menacées, qui sont à un statut de protection encore plus fort. Ça, c'est pour le loup, l'ours brun, le grand hamster, le gypaète barbu, avec leur arrêté ministériel spécifique. Clique. Les espèces qui sont chassables et pourtant partiellement protégées, par exemple par rapport à leur habitat, et en général la chasse est un peu compromise, en tout cas pour l'instant elle est sous moratoire. Donc c'est le cas du grand tétras, du merle noir, de la barge à queue noire, qui sont 3 catégories d'oiseaux. Les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, donc là on rentre une catégorie supplémentaire, c'est ce qu'on appelait auparavant les nuisibles, qui sont considérés maintenant comme des espèces sur lesquelles il y a des droits de destruction particuliers parce qu'ils occasionnent des dégâts. Et là-dedans, on va trouver le renard, le pigeon ramier et le sanglier, avec 2 statuts différents. Et la plupart du temps, c'est au niveau préfectoral qu'on choisit si on fait rentrer cette espèce dans les espèces ésodes ou pas. Ensuite, on a toute une catégorie, donc clique. Alors, il y a les ésodes partiellement protégés, il y a des espèces exotiques envahissantes, vous voyez en rouge comme le cerf muntjac, mais il y a des ésodes qui sont espèces exotiques envahissantes en même temps, donc la bernache du Canada, le vison d'Amérique, le raton laveur, qui posent des problèmes pour nos espèces à nous. Donc voilà, on a ici pratiquement toutes les espèces, et on voit que le hérisson a sa place bien à lui, qui est donc cette espèce protégée au niveau individuel avec les limites de réglementation que j'ai présentées tout à l'heure. Clic, il reste un clic, c'est pour ces fameuses espèces sans statut dans lesquelles on trouve la taupe et la souris. Alors, on va revenir à cette réglementation, donc diapo suivante. Voilà, le droit français, donc le L411, on a dit leur détention, leur transport sont interdits. Mais du coup, comment les soigner s'ils sont en détresse? Puisque personne n'a le droit d'y toucher.
on pourrait se dire, y compris quand ils sont en détresse. Mais non, il faut quand même qu'on trouve une solution réglementaire pour ça. Donc, il y a eu un droit particulier pour les centres de sauvegarde, appelés aussi centres de soins. Et c'est l'arrêté ministériel du 11 septembre 92 qui est soumis à une autorisation d'ouverture qui est décernée par le préfet et par ses administrations locales, mais c'est le préfet qui a l'autorité. Et cet arrêté ministériel donc, couvre le transport pour tout le monde vers un centre de sauvegarde, y compris l'étape vétérinaire, puisque parfois les animaux passent d'abord par un cabinet vétérinaire avant d'arriver au centre de sauvegarde. Donc ces deux étapes sont incluses, sachant que l'objectif alors doit être vraiment de les remettre dans la nature, évidemment si leur état de santé le permet, mais il ne peut y avoir qu'un seul objectif pour ces animaux, et on va parler de détention provisoire. C'est un statut très 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 particulier dans le droit français. Et j'ai parlé de ces étapes intermédiaires chez les vétérinaires. Il y a certains vétérinaires qui sont volontaires pour accueillir la faune sauvage. Évidemment, dans ces cas-là, souvent, ils ne sont pas rémunérés. Donc, il faut d'abord qu'ils soient volontaires. On ne peut pas imposer à un vétérinaire de soigner les animaux. Et ça doit être réservé aux urgences parce que tout en étant vétérinaires, ils n'ont pas le droit d'héberger ces animaux. Il n'y a que les détenteurs d'un certificat de capacité qui peuvent héberger ces animaux, donc dans les centres de sauvegarde. Donc, les vétérinaires en général, travaillent de concert avec un centre de sauvegarde et ils s'appuient sur la réglementation du centre de sauvegarde. Il y a évidemment quelques autres exceptions, comme le Muséum national d'histoire naturelle, l'OFB, qui ont le droit de manipuler ces animaux dans certaines circonstances, mais là, ça passe par une commission nationale qui s'appelle la Commission nationale de protection de la nature, et il faut une dérogation octroyée par le ministère en charge de l'environnement. Dernière diapo. Alors, les opérations de police, donc je vous ai dit qu'on faisait de la police de l'environnement aussi à l'OFB, donc on est concerné par ces questions de hérissons. En général, c'est de la police judiciaire, on fait aussi de la police administrative, mais là on est vraiment sur la police judiciaire. C'est des inspecteurs de l'environnement qui sont assermentés de l'OFB qui pratiquent des flagrants délits, donc soit ils sont en flagrant délit de personnes qui sont en train de capturer des animaux ou qui en détiennent, en particulier dans leur congélateur, ou qui sont en destruction d'habitat. Ça se passe sous l'autorité du parquet, donc du procureur, par un procès verbal, et on est directement dans la catégorie des délits, en faisant une atteinte aux espèces protégées. Le jugement, et ça passe alors en jugement, sous l'autorité du tribunal correctionnel, c'est le juge qui, donc un juge qui va faire cette audience et donner son jugement, et le maximum possible, puisque c'est un délit, c'est 3 ans d'emprisonnement, plus ou moins 150 000 € d'amende. C'est le juge qui donnera la peine. Et donc, le maximum de flagrant délit qu'on a réalisé à l'OFB, c'est par rapport à de la consommation de hérissons, puisqu'il y a une culture dans certaines communautés de manger du hérisson, ce qui est bien sûr totalement interdit. Dernier clic. Voilà. Je vous remercie de votre attention et donc je passe la parole à Anne-Sophie. Merci. Alors du coup, je vais partager mon écran pour pouvoir agir. Je vous demande juste une petite seconde. Alors, j'en profite peut-être juste, sous couvert des organisateurs, pour signaler qu'il y a moyen de poser des questions-réponses dans le logo Q&R qui est disponible normalement pour tout le monde. Voilà, c'est bon, vous êtes bien sur la bonne diapo. Du coup, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Anne-Sophie, je suis médiatrice au centre de soins Boval Nature. Donc on s'occupe de réceptionner les appels des gens quand ils trouvent un animal en détresse. Donc le premier, voilà, la grosse question, c'est comment savoir si un animal est en détresse. La meilleure façon de le savoir finalement pour vous, c'est d'appeler un centre de soins.
Donc, n'hésitez pas, où que vous soyez, même quand vous partez en vacances et que vous ne connaissez pas forcément les institutions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du réseau, des centres de soins de la faune sauvage. Vous aurez sous forme de carte, en fait, les coordonnées des centres de soins les plus proches de vous, avec aussi les espèces qu'ils peuvent accueillir ou pas, hein, puisque ça dépend, également des centres de soins et vous aurez, leurs coordonnées. Donc de notre, côté et plus globalement, hein, pour les centres de soins en général, le principal des appels, c'est, voilà, j'ai observé un adulte, en pleine journée, j'observe un jeune seul ou encore, voilà, j'ai observé un incident sans blessure, apparente. Donc, par exemple, j'ai trouvé un animal, qui est tombé dans l'eau, qui a été, coincé dans un grillage. J'entends un individu, dans mon jardin qui tousse ou qui ronfle. Je vois un individu avec des mouches qui lui tournent autour. J'ai vu un individu blessé. Donc ces raisons, d'appel peuvent être plus ou moins graves, plus ou moins avancées. Pour, un adulte en plein jour, c'était quand même important de préciser parce que sur les réseaux sociaux, voilà, on voit pas mal de choses. Un adulte en pleine journée peut être, enfin ça peut être tout à fait normal, hein, quand c'est la sortie de l'hiver, ils peuvent tout à fait, avoir besoin de refaire un petit peu voilà, reprendre de l'énergie et faire, de nouveau les stocks. Donc si l'animal, en dehors de ça, se déplace correctement et cetera, c'est pas forcément un souci. De la même façon, en été, vous pouvez observer, un animal, en pleine journée, actif, tant qu'il traverse, furtivement votre jardin, qu'il va se mettre à l'ombre. À partir du moment où vous le voyez pas, couché sur le côté, voilà, s'il reste pas, plus d'1 heure, au milieu de votre jardin immobile avec, des mouches qui tournent autour et cetera, là oui, ça sera indicateur de soucis. Mais, voilà, tant qu'il se déplace, furtivement en été, c'est pas forcément indicateur de détresse. Mais encore une fois, hein, on préfère toujours que vous nous appeliez plutôt, que de laisser planer un doute. Pareil pour un jeune seul, ça sera très dépendant de son poids et vraiment de ce qu'on entend par jeune, parce que ça aussi ça dépend de chacun, hein. On a des seuils différents. Donc on a fait 2 catégories. C'est vrai que pour nous, en hiver, un individu qui pèse moins de 450 grammes, qui est observé en extérieur, ça peut être problématique. En été, on met le curseur à 350 grammes. Donc on en reparlera, le poids, c'est important. Après ça fait pas tout, mais c'est un des critères. Donc si vous observez un individu, voilà, qui a subi un incident, alors, si vous avez vu l'animal tomber dans l'eau, vous le récupérez quasiment immédiatement, le mettre au chaud et puis le relâcher le soir, ça pourra suffire. Si vous tombez sur un animal qui est dans l'eau, par exemple, et donc vous ne savez pas depuis combien de temps il est dans l'eau, là, oui, il faudra qu'il soit pris en charge par un centre de soins. De la même façon, un animal pris dans un grillage, alors on peut, en tant que particulier, tout à fait le sortir du grillage. Faites attention à pas découper trop, proche de l'animal, là, les grilles, et de pas tirer, hein. Voilà, s'il y a de la résistance, vaut mieux, le laisser avec voilà, du grillage autour de lui. Mais c'est vrai que même si vous ne voyez pas de blessure, on préférera aussi toujours le voir parce que déjà, ben, ils vont se mettre, parfois en boule et on peut passer à côté d'une blessure. Il peut y avoir des dommages internes et cetera. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à appeler, un centre de soins. Pour un individu qui tousse ou qui ronfle, il y aura pas trop de doute, il faut nous appeler. Pareil pour un individu avec des mouches, qui lui tournent autour et bien sûr un individu blessé aussi, là, pas de doute, appeler un centre de soins. Alors avant de nous appeler, si vous avez, voilà, si vous avez le temps et en fonction de ce qui est possible, pour vous, il y a pas mal d'informations qu'on aime bien connaître. On vous demandera, depuis combien de temps vous le voyez. Parce que voilà, si ça fait une demi-heure, ce qu'on vous disait tout à l'heure, un individu, qui est dans le jardin pendant une demi-heure en pleine journée, c'est pas forcément dramatique. Si ça fait plusieurs heures, ça peut être, plus questionnant. Si vous l'observez de jour ou de nuit, bien sûr, ça change aussi les choses. Si vous observez des blessures,
Si vous voyez des mouches qui tournent autour, si vous voyez des traces d'asticots ou d'œufs, donc là, on vous a mis une petite photo pour que vous visualisiez à peu près à quoi ça ressemble, hein. C'est un petit peu comme ça a la forme, la couleur de grains de riz, c'est bien plus petit et ça fait souvent des grappes. Alors là, sur la photo, il y en a beaucoup, mais ça peut être des petites grappes et donc ça, c'est important de savoir s'il y en a ou pas. Est-ce que l'animal a été nourri? Est-ce que vous lui avez proposé à manger? Est-ce que vous lui avez donné à manger? Est-ce que globalement vous nourrissez aussi les animaux dans le jardin? Parce que il pourra y avoir des risques de contamination en amont ou après. Ça peut aussi changer le comportement de l'animal. S'il est habitué à avoir de la nourriture en permanence dans le jardin, il pourra être plus tenté de sortir en journée. Donc ça peut expliquer certains comportements. Ça, c'est des choses qu'on aime bien savoir. Les circonstances de la découverte également, donc si l'animal a été trouvé près d'une route, s'il y a eu l'entretien du jardin il y a peu de temps, ne serait-ce que déplacer un tas de feuillage, hein, ça peut bien sûr énormément les perturber. Si il y a des animaux domestiques qui passent à proximité de là où vous avez trouvé le hérisson. Son poids, donc je vous le disais rapidement, son poids c'est important pour nous, mais c'est pas la seule pas la seule chose. On a des critères qui sont aussi importants, mais le poids, ça nous donne déjà une petite idée. Mais on vous demandera, pour compléter l'information sur le poids, on vous demandera souvent une photo avec une échelle si possible, parce qu'on sait que voilà, avec la perspective et en fonction de la photo, on peut être gêné par voilà, des objets qui sont devant, mais si vous avez une règle à mettre à côté de l'animal, c'est l'idéal, mais sinon un stylo, voilà, tout ce qui pourrait nous aider à comprendre à peu près l'état corporel et la masse, voilà, l'aspect qu'a l'animal. Ça nous aidera aussi beaucoup, hein. Un individu qui fait 500 grammes peut être adulte et maigre et jeune et en bon état corporel, donc ça c'est important pour nous. Et puis si vous observez un jeune, bah, s'assurer qu'il n'y ait pas d'adulte autour. Donc encore une fois, tout est une question de temps aussi, hein. Si vous voyez un jeune se déplacer pendant plusieurs heures sans adulte autour de lui, c'est problématique. Si vous voyez un jeune, bah, c'est bien de lui laisser un petit peu de temps pour s'assurer qu'il n'y ait pas un adulte pas loin qui revienne le chercher. Et à l'inverse, si vous observez un adulte, c'est aussi intéressant de faire un petit peu le tour pour s'assurer qu'il n'y ait pas de jeune à côté, parce que c'est déjà arrivé que voilà, des gens prennent des adultes et finalement laissent des orphelins sur place. Donc il faut aussi le prendre en compte. Je passe la main à Emeline, du coup, qui va continuer. Donc moi, je prends un petit peu la suite. Moi, je vais vous parler une fois que vous avez eu donc le centre de soins au téléphone, je vais vous parler des premiers gestes. Et moi, je vais surtout vous dire, ce qu'il faut faire, mais surtout, il ne faut pas faire. Voilà, donc déjà, la première chose, c'est on ne s'improvise pas soigneur. Faut savoir que la moindre prise d'initiative pour soigner l'animal sans qu'on ait les connaissances nécessaires, ça peut porter préjudice au bien-être de l'individu qui est en détresse et notamment à sa future prise en charge en centre de soins. Et malgré toute la bonne volonté qu'on a à vouloir aider l'individu, des fois on peut faire plus de mal que de bien. Donc je rappelle aussi attention aussi aux informations qu'on peut trouver sur Internet. Souvent on se rabat l'outil qu'on connaît le plus, mais donc on a plein de gens qui peuvent nous donner des conseils, mais sauf qu'on ne sait pas qui est derrière l'écran, on ne connaît pas ses compétences, qu'on ne connaît pas son expérience, on ne sait pas si c'est une personne qui a justement ce certificat de capacité, on ne connaît pas, et puis aussi on se retrouve souvent noyé par 50 personnes qui donnent leur avis et leurs conseils, et on est vite perdu. Donc toujours se référer à un centre de soins, ou à défaut à un vétérinaire qui connaît la faune sauvage. Donc voilà. Donc déjà ça, on ne s'improvise pas soigneur. Ensuite, une fois qu'on a du coup repéré cet animal, dans un premier temps, on l'observe, mais il faudrait surtout penser à le mettre en sécurité. Donc ça, de toute façon, je vais en reparler un petit peu plus après. Mais il faut le mettre en sécurité, surtout s'il y a évidence qu'il y a une blessure ou vraiment un état de détresse confirmé. Encore une fois, si on observe un jeune,
on a un doute si vraiment il ne va pas bien, s'il n'y a pas un adulte autour, on va d'abord l'observer. Si on trouve des bébés, on ne va pas vouloir y toucher parce que ça compromet le retour de la mère derrière. Donc voilà, il faut vraiment s'être sûr que c'est un animal en détresse. Donc, le fait de le mettre en sécurité, ça permet le temps de contacter le centre ou d'être recontacté par le centre si on n'a pas réussi à l'avoir directement. Ça empêche l'animal qui peut se déplacer plus loin. Il peut paraître amorphe, mais en fait, avec le stress, il va se déplacer plus loin, on va le perdre de vue, donc on va pouvoir rien faire. Et puis, selon son état, il y a des complications qui peuvent survenir. Par exemple, un animal qui est couché comme ça en plein milieu de la pelouse, il suffit qu'il y ait un chien qui passe, qui le chope. Les mouches qui passent et qui vont continuer à pondre sur lui, ça va aggraver son cas, donc on le met en sécurité. Une fois que ça s'est fait, du coup, on va appeler le centre de soins. Donc, on se sera référé en amont à l'annuaire des centres de soins qui est en ligne. Donc, il y a une petite photo, une petite capture d'écran là qui vous donne un peu une idée de la carte. Il y a les petits sigles, on clique dessus, vous avez le nom du centre de soins, vous avez le contact et les espèces qui sont prises en charge. Donc, c'est toujours bien de repérer le centre de soins le plus proche. Alors, il faut savoir aussi que certains centres, ils utilisent différents canaux de communication. Il y en a qui vont répondre aux appels. Pendant la journée, on a tous un petit peu des horaires de travail. On n'est pas, si on est certain, on n'a pas de service d'urgence. Donc, pendant la journée, vous pouvez appeler. Il y a beaucoup de centres en fonction de l'affluence qu'ils ont, en fonction de la saison, qui vont plutôt fonctionner par SMS, par messagerie vocale ou encore par Messenger. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces différents canaux de communication et toujours laisser un message parce que sinon, quand on a 150 appels par jour, si personne ne laisse un message, voilà, on ne va pas forcément rappeler tout le monde. Voilà. Donc là, vous avez appelé le centre de soins dans le cas où vous n'avez pas eu le centre de soins immédiatement. Donc, en attendant d'être recontacté, encore une fois, on ne s'improvise pas soigneur. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Donc, on ne va pas chercher, s'il y a une plaie, on ne va pas chercher à désinfecter la plaie parce que la désinfection, ça semble anodin. Mais si on n'utilise pas les bons outils, si on ne le fait pas dans de bonnes conditions, c'est un acte qui reste technique et derrière, ça peut compromettre la prise en charge ou nous compliquer la tâche en tout cas. Surtout pas traiter l'animal. Même s'il a des puces, on ne met pas de traitement antiparasitaire, on ne sait pas la toxicité qu'a le produit sur l'animal. Les dosages varient en fonction d'un individu à un autre. S'il est affaibli, ça peut aggraver son cas. Voilà, sans conseil vétérinaire ou d'un professionnel, on ne traite pas. Pour la nourriture, alors ne pas nourrir, encore une fois, c'est en fonction des préconisations du centre, parce que ça peut varier aussi un petit peu d'un centre à un autre. Mais on a le risque de nourrir sans avoir les conseils adéquats, on risque de ne pas donner ce qu'il faut. On rappelle, pas de lait, pas de pain, pas de fromage, pas de sucreries. Voilà, mais il y a d'autres aliments aussi qui peuvent aggraver, qui peuvent ne pas les aider. Et puis, par exemple, si on a un animal affaibli, si on cherche à lui donner à manger en plus directement dans la bouche, on risque de lui faire une fausse route. Et c'est la même raison pour laquelle on ne force pas à boire un individu. Voilà. Un individu qui est trop faible et qui n'est pas capable de déglutir, il va forcément faire une fausse route et derrière, il y a le risque de s'étouffer et puis il y a même le risque de complications derrière avec infection respiratoire et tout ça. Et puis ne pas mouiller l'individu avec un gros risque d'hypothermie derrière. Éventuellement, ce qui peut être fait, donc là, c'est un peu aussi un cas d'urgence, c'est par rapport justement aux asticots et œufs de mouche. On a beaucoup, on en a beaucoup pendant l'été. Tout animal qui a été trouvé, il y a forcément, avec la chaleur, il y a forcément des mouches qui traînent et qui pondent. Des fois, ça ne se voit pas. Comme Anne-Sophie le disait, l'animal se met en boule, quand on n'a pas les techniques pour le débouler, on peut penser qu'il n'y a rien, mais en fait, les mouches vraiment pondent, s'insinuent vraiment dans toutes les petites interstices, vraiment à la base des poils, sous l'aine, au niveau du ventre. Il peut y en avoir vite partout. Et donc ça, c'est une urgence, parce que vraiment, les œufs peuvent éclore en quelques heures.
Une fois que les asticots sont sortis, c'est pareil, c'est l'affaire de quelques minutes, voire quelques heures pour qu'ils commencent à un petit peu attaquer la chair. Donc ça, si on n'a pas eu un centre de sang, c'est éventuellement quelque chose que vous pouvez faire. Les asticots et les œufs de mouche se retirent à l'aide de pinces à épiler, de brosses à dents bien sèches, de peignes à puce. Voilà, ça, vous pouvez le faire retirer au maximum. Encore une fois, il ne faut pas mouiller l'individu. En mouillant l'individu, il y a le risque d'hypothermie et c'est surtout que les œufs de mouche ont tendance à se détacher, ça s'insinue partout et voilà, après, c'est vraiment la galère pour tout enlever. Pour le nourrissage, encore une fois, si besoin, mais c'est vraiment en fonction, il faut se référer à ce que le centre qui est à côté de chez vous pratique. Un animal peut rester quelques heures sans nourrir. Après, si on tombe sur un animal qui est extrêmement maigre, on ne va pas lui mettre un bol de pâté à dispo, on va vraiment le renourrir au fur et à mesure. Donc, encore une fois, pour ça, il faut avoir les conseils de prise en charge. Donc, ça dépendra du centre. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît, Anne-Sophie. Voilà, donc en termes de transport, manipulation de l'animal. Alors, quand on prend l'animal, il faut vraiment limiter le contact avec l'individu. La manipulation, ça reste du stress pour lui. Et le stress, derrière, ça va agir aussi sur sa convalescence. Ça laisse quand même des traces. Et puis, il y a le risque aussi de contamination. Cécile le mentionnera plus tard. Voilà, le hérisson est porteur quand même de maladies, de parasites qui sont transmissibles à l'être humain et à d'autres espèces animales. Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, quand on attrape un hérisson, on n'en profite pas pour le présenter à toute la famille. On le met en sécurité dans un coin au calme. Donc, pour le manipuler, il faut respecter quand même quelques règles. On va le manipuler avec des gants de jardinage ou des gants en MAPA. Ça va très bien. C'est vraiment pour éviter de se piquer, donc de se transmettre éventuellement quelques maladies. Et puis, il y a sur certains individus, notamment des individus jeunes, ça permet aussi de ne pas laisser de traces olfactives, donc de ne pas laisser d'odeur qui derrière, s'il s'agit de jeunes qui ont en fait la mère est à côté, ça permet aussi de garantir de pouvoir les remettre en contact avec la mère, parce qu'une fois que l'odeur est laissée, la mère risque de les abandonner. Donc ça permet aussi, dans le doute, de ne pas laisser de traces. Bien sûr, l'animal, on ne le met pas en contact avec d'autres animaux, on ne laisse pas son chien le renifler parce que, encore une fois, ça gère du stress. Et puis, le hérisson, qui est porteur de puces, de tiques, peut aussi le transmettre à votre animal. Donc, pour l'installer, en fait, on va le mettre dans un carton ou une boîte, enfin un contenant, dans une pièce au calme de la maison. Justement pour limiter le stress. Moi, je recommande beaucoup la salle de bain, qui est facilement, en général, on n'y va pas beaucoup dans la journée, ça se lave facilement, et quand on a une baignoire, c'est pas mal, on met la caisse dans la baignoire, et au cas où l'animal s'enfuit, au moins, on sait qu'il ne peut pas sortir de la baignoire. Donc, on prépare un carton ou une caisse, donc il faut des bords quand même assez hauts, parce que le hérisson, ça grimpe, mine de rien. Et puis encore une fois, il peut paraître tout faible et il ne bougera pas, mais en fait, avec l'adrénaline et le stress, mine de rien, ils arrivent quand même à s'échapper. Donc une caisse à bord haut, éventuellement fermée. Si c'est fermé, il faut s'assurer qu'il y ait des trous d'aération pour quand même que l'animal puisse respirer. Pas de litière ou de sure, notamment si l'animal a une plaie, ça va salir la plaie. Donc derrière, ça va aussi compliquer la tâche pour désinfecter et pour limiter les risques d'infection. On mettra surtout au fond du carton, on mettra un journal, du tissu, une serviette, un linge qui n'est pas effiloché, parce que pareil, si c'est effiloché, il y a risque qu'il se coince un membre dedans. Là, il y a ligature, là, ça complique encore plus les choses. Souvent, sur un individu qu'on va trouver en détresse, il va falloir apporter une source de chaleur. Ça vaut aussi en été, même s'il fait chaud dehors, l'animal peut quand même être en hypothermie. Donc, dans le doute, on met une bouillotte en fait dans un coin de la caisse. Donc, comme ça permet à l'animal de se coller à la bouillotte s'il en a besoin ou de s'en éloigner si jamais c'est trop chaud. Donc, la bouillotte, ça peut être
une bouteille d'eau chaude que vous enroulez dans un linge pour limiter les risques de brûlure et pour mieux diffuser la chaleur. Et par eau chaude, j'entends de l'eau bien chaude, éventuellement du robinet, mais vous ne faites pas bouillir. Là, ça sera trop chaud. Là, pour le coup, l'animal va se brûler. Donc, il faut vraiment envelopper le contenant dans un linge pour limiter ce risque. Par contre, la bouillotte, oui, mais il y a certains cas où il faut éviter. Donc, par exemple, on va éviter si clairement l'animal a des œufs de mouche ou des asticots. La chaleur va accélérer l'éclosion des œufs. Et notamment aussi si on a suspicion d'un gros choc, par exemple l'animal a été trouvé en bord de route, il y a eu peut-être un choc voiture, il y a peut-être une hémorragie, donc on va dans le doute, on ne va pas mettre de bouillotte. De toute façon, dans ces deux cas, ça reste une urgence, donc il faut que l'animal soit pris en charge le plus rapidement possible. On va tolérer une légère hypothermie. Voilà, donc en gros, ça c'est les grandes lignes les grands conseils à avoir pour mettre l'animal en sécurité. Et il ne faut pas hésiter à se référer notamment au site internet des centres de soins qui sont proches de chez vous, où il y aura toujours à disposition aussi des recommandations, des premiers gestes à avoir et de comment installer l'animal. Donc voilà, et puis je vais laisser la main, du coup, je crois que c'est Cécile maintenant. Oui, c'est ça. Je me permets juste, Cécile, excuse-moi. Je vois qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Je rappelle juste que vous avez une rubrique questions et réponses, Q&R, à un endroit, où d'ailleurs les intervenantes, voilà, si elles le peuvent consulter les questions et répondre si la réponse est rapide. Mais en tout cas, on ne peut pas ouvrir les micros pour poser des questions. Par contre, on vous enverra des éléments de réponse par la suite par mail, si jamais toutes les réponses n'ont pas pu, voilà, si on n'a pas pu apporter de réponse à toutes les questions dans cette rubrique. Voilà, merci. Du coup, moi, je vais vous parler de la suite logique, hein, de ce qui se passe quand ils arrivent dans le centre de soins et du coup, donc plus précisément, vraiment des causes d'accueil pour lesquelles on les reçoit finalement et de ce qu'on trouve une fois qu'on les a examinés. Et donc, juste très brièvement, je vais vous parler un peu de la place que ces hérissons ont dans un centre de soins généraliste, parce que du coup, nous, moi, je travaille en fait, je suis vétérinaire dans le centre de soins de l'école Véto d'Alfort, donc je suis vraiment juste à côté de la capitale. Et même si du coup, c'est un milieu très urbain, en fait, le hérisson, c'est quand même un animal qu'on reçoit pas mal. Donc, sur les quasiment 8000 maintenant animaux qu'on reçoit par an, l'année dernière, par exemple, on a reçu quand même 700 hérissons, donc ça paraît être peu relativement, c'est à peu près 10% du coup de ce qu'on reçoit. Mais en fait, si on regarde que les mammifères, c'est quand même le numéro 1 et de loin, loin derrière les renards et les chauves-souris qu'on peut recevoir. C'est vraiment 70% des mammifères qu'on reçoit. Et pour vous dresser un petit peu plus un portrait robot, nous ici, on reçoit quasiment autant finalement de juvéniles que d'adultes, avec surtout des ados, on va dire, et pas tant de tout petits bébés. À peu près autant de mâles et de femelles, que de femelles, pardon. Et puis, en termes d'accueil dans l'année, donc ça, le graphe que je vous présente là, c'est un graphe qui est issu d'une étude qui était sur plusieurs années sur des centres de soins divers. Mais globalement, on est sur des entrées qui sont à peu près toute l'année, avec un creux quand même en hiver, vu que c'est un animal qui hiberne. Mais les adultes, on va les recevoir à peu près sur tout le reste de l'année, avec un petit pic avant la saison hivernale. Donc, j'en discuterai un petit peu plus par la suite. Et pour ce qui est des juvéniles, on va avoir deux pics principaux. Un pic en tout début d'été, on va dire, enfin fin de printemps, début d'été, et un deuxième pic en automne, parce que les hérissons ont la bonne idée de faire en général 2 portées par an. Donc là, en ce moment, on se retrouve avec des petits bébés de nouveau. C'est assez classique. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus ce pic au fur et à mesure des années, ce pic automnal augmente de plus en plus et c'est peut-être lié au réchauffement climatique aussi. Hop, alors j'ai perdu ma souris. Voilà, très bien. Et donc, pour quelles raisons est-ce qu'on les reçoit finalement qu'est-ce que nous disent les gens quand ils nous les apportent faut bien se dire que bien souvent, les gens ont découvert l'animal et savent pas bien ce qui s'est passé, en fait. Ils n'ont pas pu identifier une cause bien évidente. Donc le camembert que vous voyez là, c'est une fois qu'on a enlevé toutes les causes pour lesquelles, enfin tous les cas où, en final, on savait pas pourquoi l'animal, on savait pas précisément ce qui faisait que l'animal n'allait pas bien. On savait qu'il allait pas bien, mais on n'avait pas de raison bien précise à ça.
Mais pour toutes les fois où on a pu l'identifier, bah voilà, ça représente ce camembert-là avec des causes relativement variées. Mais il y a quand même 3 causes principales qui sont les activités humaines, qui sont les circonstances climatiques et puis les interactions avec d'autres animaux que je vais développer un petit peu plus loin. Alors pour ce qui est des activités humaines, bah, je vais pas vous cacher, vous avez tous vu des hérissons sur les bords des routes et effectivement, ben, c'est à peu près 70 des hérissons qui arrivent dans cette catégorie-là, activités humaines, c'est lié à des accidents de la voie publique et comme vous pouvez l'imaginer, bah, bien souvent ça les tue, hein et nous, c'est les 70 vivants finalement dont je vous parle là. Et qui vont avoir potentiellement des traumatismes relativement importants. Vous vous doutez bien qu'un hérisson face à une voiture, c'est déjà un peu miraculeux que certains survivent, je trouve. Et la cause numéro 2 est quand même assez importante, c'est des accidents de jardinage. Donc j'ai mis un petit schéma de tondeuse parce qu'en fait, c'est vraiment souvent la tondeuse, malheureusement, qui provoque des dégâts. Mais ça peut être aussi des coups de bêche, des brûlures parce qu'on a mis le feu à un tas de feuilles. Enfin voilà, les hérissons sont vraiment des animaux qui vivent dans nos jardins et du coup qui sont très sensibles finalement à toutes les activités qu'on peut faire dans le jardin et qui peuvent leur nuire. Donc c'est vraiment hyper important de faire attention à eux quand on s'apprête à faire l'activité de jardinage. Et puis la dernière cause en lien avec les activités humaines qu'on peut voir, c'est tout ce qui va avoir lieu avec les travaux. Donc quand en fait il y a d'un seul coup une friche qui est détruite pour être transformée en autre chose. Donc il peut y avoir des hérissons qui sont un peu en errance par la suite, ou bien des hérissons qui vont tomber dans des trous. Voilà, c'est une cause relativement fréquente chez nous quand même. Ensuite, la deuxième grosse dominante, ça va être tout ce qui va être circonstances climatiques. Et donc, je vous l'ai dit un peu plus tôt, on reçoit pas mal de hérissons en fin d'automne, parce que les hérissons, bah, ce sont des animaux qui vont hiberner et qui, du coup, juste avant d'entrer en hibernation, ils vont accumuler un certain nombre une grosse quantité de graisse pour pouvoir hiberner dans de bonnes conditions. Et pour ça, il a besoin de trouver des proies, en grosse quantité. Donc, les limaces, les escargots qui font le malheur, du jardinier font le bonheur des hérissons. Mais encore une fois, avec le réchauffement climatique et tout ce qui se passe et les perturbations en fait du climat, finalement, on a bien vu, hein, il y a des phases de chaud, il y a des phases où il pleut, il y a des phases où d'un seul coup il fait froid alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et ben pour eux, ça perturbe complètement cette phase justement où ils sont censés s'alimenter en abondance. Et si la température baisse drastiquement d'un seul coup, ça peut induire un début de torpeur. Et donc voilà, on peut se retrouver à cette période de l'année, sur des hérissons qui sont en difficulté parce que, des perturbations, des températures bien trop rapides en fait qui les perturbent complètement dans cette, quête alimentaire. Et puis aussi, l'été, en cas de canicule, ça peut être des animaux qui, ont, des difficultés, là encore, à trouver de la nourriture et donc vont, arriver, chez nous parce qu'ils sont dans des états de maigreur, extrêmes, parce qu'ils trouvent pas d'eau aussi. Voilà, c'est les modifications comme ça, des problèmes liés au climat, c'est une bonne cause d'entrée, aussi malheureusement en centre de soins. Et puis pour ce qui est des interactions animales, en fait, l'essentiel des problèmes, du hérisson, c'est vraiment, des interactions avec des chiens. Alors je pense que le chien repart pas complètement indemne de son attaque sur le hérisson, ça dépend de la taille du chien. Mais, voilà, on a tout un tas d'animaux qui arrivent parce qu'ils se sont fait mordre par des chiens. Pour ce qui est de la partie des animaux sauvages, nous, alors en étant en zone vraiment, péricapitale, ça va plutôt concerner des corvidés qui vont s'attaquer à des très jeunes bébés qui seraient, en errance. Mais voilà, on a peu de prédation par, leurs prédateurs, classiques que sont le hibou grand-duc et le blaireau, parce qu'on est vraiment situé en petite couronne, autour de Paris. Mais, ailleurs en France, on peut vraiment avoir, de la prédation par ces 2 espèces-là. C'est vraiment, les prédateurs du hérisson. Et pour ce qui est des autres causes, je vais vous les détailler un petit peu plus rapidement. On peut avoir, parfois vraiment, la cause d'accueil déterminante, ça peut être vraiment, qu'il est, atteint par un agent infectieux et notamment, des parasites, hein. On l'a dit un petit peu plus tôt, le hérisson qui ronfle, le hérisson qui respire mal, c'est bien souvent lié à un parasite. On en parlera, juste après et si, la personne l'a vu en train de ronfler, elle peut s'en inquiéter et l'amener vers le centre de soins.
On peut aussi avoir des individus qui ont été retrouvés, là aussi on l'a dit un peu plus tôt, coincés dans un grillage ou tombés dans une piscine. Bon, ben voilà, ça c'est des causes assez classiques. Et nous, malheureusement, on a relativement, enfin souvent quand même, malheureusement, par rapport à ce camembert-là, c'est pas hyper souvent, mais ça devrait même pas arriver, des animaux qui arrivent parce qu'ils ont été maltraités, et notamment, c'est souvent des enfants qui jouent au foot avec, en fait, hein, c'est la triste réalité. Et puis, bah, tout un tas d'admissions aussi qui sont des ramassages inutiles. Parce que bah, un individu qui a été trouvé en train de se balader la nuit en hiver, parfois les gens voient sur Internet, ah bah le hérisson il hiberne, donc il ne doit pas être dehors en hiver. Oui, sauf que si c'est la nuit et qu'il fait un petit peu de redoux, c'est possible qu'il soit dehors en hiver. Ou certains individus qui se déplacent furtivement en plein jour, une femelle allaitante par exemple, comme on le disait un peu plus haut aussi. Voilà, ça c'est des ramassages qui ne devraient pas avoir lieu, et au final les animaux arrivent quand même en centre de soins. Hop. Alors, de quoi souffrent-ils au final? Donc, finalement, on a à peu près 40% des animaux qui arrivent en fait parce qu'on les découvre, enfin, qu'ils sont malades. Une fois qu'on les a examinés, on découvre qu'ils sont malades. À peu près autant, 35% d'animaux qui souffrent de traumatismes, donc divers et variés. Et puis, on a quand même 25% des individus qui, au final, sont sains. Donc, soit parce qu'ils ont été ramassés pour rien, soit parce que bah, c'est un incident, comme on le disait un peu plus tôt, mais qui n'a pas eu de conséquences derrière. Donc, parfois, ça n'aurait même pas valu la peine qu'il arrive jusqu'au centre de soins, mais parfois, ça peut valoir le coup de checker. Effectivement, c'est des individus qu'on va repositionner très vite là où ils ont été trouvés, et voilà, qui vont pouvoir très vite retrouver leur environnement. Alors, pour ce qui est des maladies, on l'a dit un peu plus tôt, des troubles respiratoires, et ces troubles respiratoires donc, qui sont essentiellement liés à du parasitisme. Parasitisme qui se trouve en fait vraiment au niveau des bronches. Le hérisson, en toussant, il peut ravaler un petit peu les parasites et on peut les retrouver dans les selles après. Et donc, vraiment, c'est... On le disait plus haut, hein, c'est pas la peine de donner des médicaments avant, même si vous lisez des choses sur Internet, ne donnez pas de médicaments au préalable, et surtout ne donnez pas d'antibiotiques, parce que clairement, même si on entend le hérisson ronfler et qu'on se dit oh là là, il fait une pneumonie, oui, mais les antibiotiques, ça va pas l'aider particulièrement, parce que son problème, c'est un parasite. Après, parfois, on les retrouve aussi pour des problèmes cutanés, et notamment là, ce hérisson que vous voyez qui est très dépoilé, il est atteint d'une infection fongique qui s'appelle la teigne, et qui est une maladie qui est transmissible à l'homme. Donc, je réinsiste sur le côté mettre des gants. Et ça peut clairement être quelque chose qui est effectivement détecté dès qu'on voit le hérisson en train de se balader. Ça peut être vu assez facilement. Et puis, encore une fois, ça on l'a dit un peu plus haut, mais les hérissons sont très souvent atteints par des puces et des tiques. On voit parfois vraiment beaucoup sur certains individus, à tel point que ça peut leur provoquer une anémie, hein, parce que c'est des animaux qui vont pomper le sang de l'animal. Donc on peut se retrouver sur des animaux qui sont très maigres, qui ont les muqueuses très, 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 très pâles, parce qu'ils souffrent d'une anémie très sévère. Mais toutes ces choses-là, que ce soit donc le parasitisme respiratoire, les puces, les tiques, et puis même éventuellement la teigne, parfois c'est des découvertes fortuites en fait. Parfois c'est juste parce qu'on a fait un étalement de selles qu'on s'est dit ah bah voilà, il a des parasites dans les selles, mais en fait quand on l'écoute respirer, il fait pas de bruit. Parfois, il a une ou deux puces qui se baladent, une ou deux tiques qui se baladent. Voilà, les animaux sauvages, ils vivent à l'équilibre avec leurs parasites. Il ne faut pas forcément chercher à déparasiter absolument, et surtout pas déparasiter en préventif, on va dire, parce que vraiment, il y a un équilibre qui s'est créé. Et si on déparasite, pardon, à tort et à travers, eh ben, on peut rompre cet équilibre justement et rendre l'animal vulnérable face à une future infestation. Donc, c'est vraiment dans le centre de soins, sur avis vétérinaire, que sera pris la décision de traiter ou pas. Mais voilà, il faut pas forcément, il faut vraiment pas traiter à la maison d'emblée, même peu importe ce qu'on lit sur Internet. Et puis pour ce qui est des traumatismes, alors je vous ai mis des photos assez soft, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on voit des choses horribles sur ces pauvres hérissons. Là, c'est une fracture au niveau du nez, au niveau de la mâchoire. C'est ce qu'on peut avoir en cas de trauma contre des voitures. Je vous ai pas mis de photos pardon,
de photos d'animaux qui ont été blessés par des tondeuses ou par des bêches, parce que parfois on a carrément des amputations d'une partie de la tête, hein. Ça peut être assez horrible, surtout s'il y a des asticots qui s'en mêlent, comme on l'a dit un peu plus haut aussi. Sur cette image-là, c'est pour vous présenter un petit peu le type de lésion de lacération que ça peut faire quand il y a un rotophile, par exemple. Ça peut provoquer des lésions au niveau du manteau de piquant et par la suite empêcher le hérisson de se rouler en boule. Et c'est son principal moyen de défense, ça. Donc ça peut être compliqué aussi pour lui. Et là, l'image qui suit, c'est une image de brûlure qui s'accompagne en général par une grosse odeur de brûlé aussi, quand le hérisson a été retrouvé dans un tas de feuilles et s'est fait brûler malencontreusement. Bien souvent, il n'y a pas trop de dégâts, le hérisson arrive à fuir quand même relativement vite. En tout cas, tous les cas que j'ai pu voir, moi, de mon côté, c'était jamais des cas trop graves, mais bon, peut-être que ces animaux-là n'ont même pas été amenés. Sur la photo suivante, vous avez une photo classique d'un hérisson qui est tout gonflé, qui a vraiment la forme d'un gros ballon, parce qu'en fait, il est plein d'air sous la peau. Et ça, c'est en général lié à des contusions, à des chocs, et notamment on parlait des enfants qui tapaient sur les hérissons, qui se le passaient comme une balle de foot. Bah voilà, ça c'est classique. Classiquement, on reçoit des pauvres hérissons qui sont dans cet état-là et qu'on peut sauver, mais c'est parfois un petit peu compliqué. Et je pouvais pas terminer sans parler des entravements et parfois de la pollution liée à nos déchets. Ça, c'était un petit hérisson qui s'était coincé dans un anneau, vous savez, des bouchons de bouteilles en plastique. Et en fait, ça lui avait occasionné une plaie de striction très importante sous ses pattes. Et voilà, ça, si le hérisson est en boule, on le voit pas, on le voit à peine. Les gens nous l'avaient amené parce qu'ils avaient l'impression de voir un petit peu de plastique sur le dos. Et en fait, voilà, il était vraiment coincé, il avait dû grandir là-dedans. C'est un hérisson qu'on a pu sauver, mais voilà, les déchets, on pense souvent aux tortues et aux méduses, mais voilà, c'est valable pour vraiment tous les animaux, même ceux qui sont dans nos jardins. Et on a parfois des lésions assez importantes. Voilà, je passe la main à Marie-Pierre. Voilà, oui. Oui, merci. Alors, qui est-ce qui fait les slides, les diapos? Ça va être moi, je pense. D'accord. J'ai encore la main, donc je peux faire voilà. le Merci. passage. Alors, merci à tous. Merci à FNE de nous amener à parler ensemble d'une seule voix sur le hérisson, d'une espèce que Anne a bien décrite, une espèce protégée, une espèce sauvage. Et la question, donc moi on va se présenter, donc c'est quand et comment a-t-il besoin de notre aide, le hérisson? C'est vraiment important et je remercie vraiment France Nature Environnement de remettre de la dynamique sur cette espèce. Et donc l'autre slide qui va nous donner, voilà, donc moi je suis vétérinaire depuis très longtemps et on a monté avec Goupil Connection un hôpital faune sauvage parce qu'il y a des vétérinaires tout le temps comme à Alfort et Sarah, on va faire cette petite présentation sur notre expérience et notre réflexion avec un ADN et une manière un peu particulière d'exercer la profession vétérinaire et surtout d'avoir monté depuis 15 ans un hôpital faune sauvage, c'est de se dire quand et comment a-t-il besoin de nous, mais surtout comment faire pour éviter sa disparition et même, et comment faire pour tenter de le laisser libre, parce qu'en fait, c'est une espèce très intéressante, elle est à la fois emblématique, elle est attachante. Je regardais les questions là qui étaient posées. Il y en a qui l'appellent Kipi, ils ont tous des petits noms. C'est une vraie inquiétude, alors on va dire de scientifiques ou d'humains, de citoyens engagés sur cette biodiversité qui va pas bien du tout. Donc on est vraiment bascule entre je veux des hérissons dans mon jardin et j'ai envie de dire, je sais pas comment vous êtes tous, mais il y a presque plus de 100 mails par an qui nous demandent des hérissons dans leur jardin, et c'est vrai qu'après on leur explique qu'ils ont besoin de 4 km², donc ils ont besoin d'espace. Et puis de l'autre côté, et c'est une question de biologiste, de conservation, où les relâcher libres et comment les suivre. Et c'est vrai, donc là, devant cette inquiétude, on a lancé depuis 2015 depuis 2008, depuis 15 ans, on a lancé cette aventure d'hôpital faune sauvage entre Gare et Hérault. Voilà, donc je vais juste aller très vite. Ce que l'on sait de hérisson,
et qu'on apprend de tous, de tous les scientifiques qu'on croise, ce qu'on a vu et ce qu'on a appris. Et puis, la parole basculera vers Sarah, qui est une jeune étudiante qui est chez nous à Lyon et qui est en internat chez nous très régulièrement, qui fait partie de Goupil Connexion et qui parlera des préconisations et de quelle prévention dans cette aventure et quelle priorité. Voilà. Donc, je veux bien l'autre. Excuse-moi Marie-Pierre, je te coupe juste 2 secondes pour vous signaler qu'il est 18h30 et pour dire à tout le monde, je l'ai mis dans la conversation, mais voilà, il y aura toutes nos excuses on a pris un peu de retard, mais dans tous les cas, il y aura un replay qui sera disponible à la fin de ce webinaire. On est jusqu'au bout quand même, on n'est pas coupé à la fin. On n'est pas coupé, non. Voilà, merci. Donc, ce que l'on sait théoriquement, notre pratique, pourquoi ils viennent, d'où ils viennent, et ça va être intéressant. Combien de temps vont-ils être soignés? Que deviennent-ils? Et que faire une fois soignés? Soigner ne suffit pas. Comment éviter qu'ils arrivent? La prévention. Et c'est vrai que c'est dans cet espace. Quand je fais le slide, je monte la main, tu me vois? Comme ça? Voilà, ce sera plus simple. Hérisson. Ce qu'on en sait, c'est que c'est une espèce. Tu cliques. Voilà, c'est une espèce intéressante, elle est européenne, elle est protégée bien sûr, et elle est un peu partout, elle va de la Scandinavie jusqu'au fin fond de l'Italie ou de la Corse et de la Sardaigne, et donc elle habitait dans les zones forestières pleines jardins, là où elle pouvait avoir le gîte et le couvert. On le rencontre encore dans les zones agricoles avant que ça devienne des usines à OGM sous haute pression de chimie. Et le présent peut monter, le hérisson peut monter jusqu'à 1000 mètres d'altitude, là où il y a encore de quoi manger. Voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que 9 fois aujourd'hui, c'est une espèce qu'on ne comprend pas bien. Un peu comme la tourterelle turque, c'est une espèce qui s'est très très bien adaptée au milieu urbain et il y en a 9 fois plus qu'à la campagne. Donc ça c'est quelque chose, ça vient d'une thèse veto, donc c'est connu et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir dans notre aventure. Vas-y. Voilà où on travaille au sein de l'Europe, on est dans le sud, au bord de la Grande Bleue et c'est là qu'on va... tu peux y aller, clique, voilà. Simplement, c'était pour montrer, on n'a pas la prétention d'être parisien, on est vraiment dans la campagne du nord, on est à 40 km nord de Montpellier, et ça fait, sur les 27 500 animaux qu'on a reçus, le hérisson, c'est le numéro 2, et on a plus de 2550 hérissons qui viennent, la majorité des villes et des territoires périurbains. Voilà, donc c'est intéressant, tu peux y aller. Clic, voilà. Aujourd'hui, en 2024, on n'a que 3/4 de l'année de fête. On est monté en période de canicule, c'est toi, Cécile, qui parlait. On est monté à peu près de 300. La période 2020, ça a été la période, l'année du Covid. Et je pense qu'on a eu beaucoup au printemps, beaucoup de gens qui étaient dans leur jardin et qui faisaient beaucoup plus que d'habitude des dérangements intempestifs de jardinage, de brûlage, de changement du jardin. Voilà. Et puis, nous, on est une moyenne environ de 250 par an. Vas-y. Clique. Voilà. Donc, deuxième espèce. Pour nous, les 3/4 sont des jeunes, donc beaucoup au printemps. J'ai tenté de montrer une saisonnalité. La majorité, c'est les bébés. Et c'est vrai que nos espèces, alors j'ai mis sur l'ensemble des espèces accueillies à l'hôpital gratuitement, c'est le martinet noir qui est vraiment le premier, 5300, et le pigeon bisé qu'on accueille aussi comme alfort et qui fait partie. Voilà. Et le hérisson, c'est la deuxième. Beaucoup au printemps. Simplement, ça va rebondir sur ce que tu disais. Sur les 2550, 1400, donc près de la moitié, sont des ramassages juvéniles. Donc, c'est des bébés qui arrivent. On travaille dans le Gard et dans l'Hérault, dans les 2 départements, donc c'est à peu près moitié-moitié. Et la grosse partie, c'est des bébés qui arrivent ou des jeunes qui ont été trouvés, comme Emeline le disait, en difficulté. Hein. Souvent, on les fait pas venir par plaisir, dérangés. Et souvent, donc, dans ce chiffre-là, vont être masqués la mortalité de la mère qu'on va pas voir arriver. Elle s'est fait écraser, elle s'est fait débroussailler, elle s'est noyée dans la piscine, etc., etc. Donc là-dedans, il n'y a pas que du ramassage juvénile simple, il y a effectivement l'impact sur la mère qui normalement s'occupe super bien de ses animaux. Donc, deuxième cas, c'est les maladies des nutritions. Il y a des périodes estivales où il fait très chaud, moins à manger, etc. La prédation naturelle, chien ou blaireau, comme tu disais, ou grand-duc.
délocalisation, puis on a des pièges. Les pièges, ça va de la piscine au fil de fer. On a eu des filets de badminton qui étaient posés ou de volley qui étaient posés, ils se coincent. Donc on a des animaux qui vont pas bien. Donc voilà, choc véhicule. On n'en a pas beaucoup parce que les morts restent aplatis sur la route et on a plutôt, quand ils arrivent, une voiture, c'est souvent un peu la catastrophe, débroussaillage beaucoup, etc. On a eu des électrocutions, ça c'est nous dans notre secteur, on a des lignes pour empêcher l'arrivée des sangliers et qui protègent et quelquefois le hérisson prend un jus et peut mourir. Voilà. L'autre chose qui nous intéressait pour réfléchir ce qu'on était, comme vétérinaire, ce qui m'intéressait, c'était pas de soigner des animaux, c'était de réfléchir ce qu'on était en train de faire depuis 15 ans et qu'est-ce que ça comptait en temps. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Tu peux mettre l'autre. Clic. Voilà. Quand on compte sur le temps passé, on a compté 102 000 jours cumulés de soins, avec une moyenne de 40 jours par, tu peux le clic d'après. Voilà, jour et nuit. Donc, quand on compte le temps passé, une moyenne, c'est 40 jours, un hérisson, qu'il sorte ou qu'il meure. La plupart du temps, il va sortir quand il a tenu un certain temps. Voilà. Et c'est quand même beaucoup de temps. Et ça, je reviens à cette histoire de bien commun qui est le hérisson, qui n'est pas un accaparement, c'est pas l'espèce qui nous appartient. Ça va être intéressant de savoir ça signifie quoi de soigner tout ce temps passé sur ces animaux. Donc voilà, selon la cause d'entrée, c'est évident qu'on prend beaucoup de temps. Les bébés, c'est des nourrissages nocturnes, etc., etc. Donc ça demande beaucoup de boulot. Et moi, mon rêve de vétérinaire éveillé, c'est qu'est-ce que ce serait bien qu'ils n'arrivent pas. Ça va être la conclusion de notre présentation. D'où viennent-ils? Tu peux y aller aussi, deuxième clic. La majorité, 70%. Vas-y, clique. Voilà, 70% arrivent des zones urbaines. Je vais pas vous montrer, je vais vous montrer juste la carte tout à l'heure. Nîmes, Montpellier, Alès, Lunel, toute la périphérie. Fais la carte d'après. Merci. Voilà d'où ils viennent. Je vous montre juste parce que c'est une carte française. Vous voyez la mer qui est en noir. On habite dans la zone en proximité du parc national des Cévennes, des grands causes, des parcs naturels où la nature est belle. Mais deuxième clic. On habite, quand on va voir de plus près les zones Montpellier, Nîmes, Avignon, on est sur l'autoroute qui fait l'autoroute des vacances, quand on va en vacances dans le sud de l'Espagne. Et effectivement, la Grande Bleue, elle a bénéficié d'un apport de tourisme et d'urbanisation folle. Et l'image juste après, tu cliques, voilà d'où viennent à peu près tous les animaux. L'espèce en fait sauvage, elle va super bien à la campagne, elle est d'autant mieux dans les zones proches des humidités, proches de la ville, et on a ce que j'appelle des réfugiés urbains. 70% arrivent de ces zones-là, et voilà, donc c'est une vraie question. Comment les remettre une fois qu'on les guérit, qu'on les sort? Alors, ils ont été débroussaillés, mais ils ont surtout été, souvent, il y a du BTP. On avait la semaine dernière des gens, il y avait des travaux qui se faisaient dans un endroit où c'était plein de hérissons. Que fait l'OFB? Qui vient intervenir? Les travaux commencés. Comment délocaliser des animaux? Et surtout, la question qui va toujours nous tenir droit, qu'est-ce qu'on fait de ces animaux? Voilà. Donc, clic d'après. Voilà. Et là, je vais laisser parler notre amie Sarah qui est juste à côté, qui va finir le... Ouais, merci beaucoup Marie-Pierre. Alors du coup, tu pourras, je pense, passer à chaque fois toutes les animations, ce sera peut-être plus simple. Donc, voilà, on reste là-dessus. Donc, que deviennent les hérissons que nous recevons suite à nos soins, suite à leur séjour à Goupil? À savoir qu'on peut malheureusement pas sauver tous les hérissons qu'on reçoit, mais on arrive quand même à en relâcher au moins 53% chaque année. Et donc, ça peut vous paraître peu, mais en fait, c'est un gros nombre parce que depuis la création du centre, ça représente presque 1400 hérissons dans lesquels il faut leur trouver un endroit qui soit propice à leur relâcher. Donc, tu peux passer le prochain. Parfait. Et donc, c'est donc là presque le travail le plus difficile qui commence parce qu'il faut trouver un endroit qui va regrouper le moins de danger potentiel pour les hérissons qu'on va relâcher. Et pour revenir sur la carte que Marie-Pierre vous a un peu présentée juste avant, on essaye du coup de les relâcher loin de ces zones très urbanisées qui concentrent la plus grande partie des menaces qui pèsent sur les hérissons. Et pour cela, on va favoriser de les relâcher en milieux un peu plus ruraux, donc en périphérie de tout ça. Nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment de choisir des milieux, voilà, donc c'est représenté par ce cercle vert,
Donc, ce qu'on préfère, nous, c'est les milieux assez ouverts avec des cachettes potentielles pour les hérissons, pour qu'ils puissent faire leur nid, pour qu'ils puissent avoir un abri, et à proximité d'une source d'eau. À savoir que les hérissons sont des grands marcheurs. Par nuit, ils peuvent faire presque 4 km par nuit, donc ils ont vraiment besoin de place. Et en fait, ces déplacements vont leur permettre de trouver des partenaires, vont leur permettre de trouver de l'eau et de la nourriture. Donc, en fait, leur laisser à disposition un grand espace, ça leur permet de sauvegarder l'espèce et de pérenniser en fait leur population. Tu peux passer. Et nous, ce qu'on préfère, en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas en centre de soins. Donc, c'est une très, très grande partie du travail, si ce n'est la plus importante. Et donc, c'est là que notre pôle pédagogie et communication entre en jeu dans l'association Goupil. Donc, depuis 28 ans, depuis la création de l'association, ce pôle-là travaille d'arrache-pied pour faire en sorte de faire de la prévention. Donc, quelle information on essaie de transmettre? C'est avant tout, du coup, de la sensibilisation, de la prévention. On essaie de la transmettre par nos réseaux sociaux, en écrivant des newsletters ou des articles pour un public un peu plus large, ou bien directement en faisant des actions de terrain auprès des enfants et des plus grands. Donc, on essaye de s'adresser au plus grand nombre pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Et vient alors une question de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait en priorité et qu'est-ce que vous pouvez faire. À savoir que, est-ce qu'on peut planter des haies? En fait, tu peux passer un petit peu. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut planter des haies? Oui. À savoir que le nom anglais du hérisson veut littéralement dire petit cochon des haies. Donc, les haies, c'est vraiment un milieu qui est propice pour leur développement et pas seulement à eux, parce que ça favorise aussi toute une biodiversité. Et donc, c'est super intéressant de replanter des haies. Et donc, ça rejoint la question suivante qui est est-ce qu'on peut déclôturer les habitats? Alors oui, par exemple, en replantant des haies, mais si vous, personnellement, vous ne pouvez pas replanter des haies dans l'immédiat, on peut aussi faire des petits trous dans les grillages, dans les clôtures, juste à la base pour pouvoir laisser juste assez d'espace aux hérissons de passer. Et en général, c'est une solution qui est vraiment très bonne lorsque on ne peut pas mettre de haies dans l'immédiat. Ensuite, on peut aussi donc limiter les dangers. Qu'est-ce que c'est les dangers? Ça répondit un peu sur tout ce qu'a dit Cécile auparavant. Donc, c'est nos pratiques de jardinage, c'est éviter de brûler des tas de bois, des tas d'herbes sans avoir vérifié qu'il y avait des hérissons. C'est éviter de bouger un hérisson parce que c'est peut-être une mère avec des petits et si la mère est touchée ou si elle est déplacée, si elle est dérangée, elle va abandonner la portée et elle va laisser des orphelins derrière elle. Il ne faut vraiment pas toucher les mères. C'est aussi ne pas mettre de produits toxiques dans nos jardins parce que les hérissons fouissent pour trouver leur nourriture et donc ils sont directement confrontés aux produits toxiques que vous pouvez mettre dans vos jardins. On peut également penser à ralentir sur les routes parce que les pics d'activité des hérissons, c'est la nuit, c'est au crépuscule. Et donc, nous, on roule très vite avec nos voitures. La nuit, on ne voit pas très bien, donc on ne pourra pas voir à temps le hérisson. On ne pourra pas ralentir, on ne pourra pas s'arrêter. Alors, s'il vous plaît, il faut vraiment ralentir. On peut également faire des trames vertes. Donc, qu'est-ce qu'une trame verte? C'est un corridor écologique. Donc, ça relie deux milieux naturels, deux milieux sauvages entre eux pour que la faune sauvage puisse passer et aller d'un milieu à l'autre. Et dans le cas des hérissons, ça représente les haies encore une fois. Ou bien ça peut prendre la forme de tunnels sous les routes avec des tubes PVC pour les faire, entre guillemets, traverser en toute sécurité. Et enfin, dans les espèces de dangers, on peut parler à nos voisins. Donc voilà, donc si vous savez qu'un hérisson est présent dans votre voisinage, parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos voisins pour savoir s'ils mettent des produits dangereux dans leur jardin, s'il y a des zones de passage pour les hérissons dans leur jardin, pour pas que les hérissons restent bloqués. Et un hérisson bloqué qui ne peut pas faire ses déplacements, comme je vous ai dit juste avant, c'est un hérisson qui ne pourra pas se reproduire, c'est un hérisson qui ne pourra pas boire, c'est un hérisson qui ne pourra pas manger. Et donc, c'est assez dangereux pour lui et pour la population. Si vous voulez vous engager plus personnellement pour les hérissons directement, vous pouvez prendre part à des séances participatives, donc comme celle organisée par la FNE. Souvent, c'est via des comptages de hérissons. Et participer à ça, ça va permettre d'avoir plus de données et donc de pouvoir améliorer la protection des hérissons, notre manière de faire et de savoir aussi comment ils fonctionnent de mieux en mieux et de mieux pouvoir les protéger. Et donc, s'il y avait une seule chose à retenir, c'est vraiment le plus important, le nerf de la guerre, c'est de sensibiliser, d'émerveiller les gens aux vivants, aux hérissons. Parce que c'est par l'émotion, c'est par ces connaissances-là que on va avoir envie, on va avoir cette espèce de switch dans nos têtes, cette espèce de prise de conscience.
et qu'on va commencer aussi à agir et à avoir vraiment des prises d'action. Et donc, tu peux passer juste un peu, encore un petit peu. Parfait. Et donc, les 3 mots vraiment clés, c'est sensibiliser, éduquer et informer, comme aujourd'hui par ce webinaire. Et donc là, les slides après, c'est juste pour vous montrer quelques petits exemples de ce qu'on fait nous pour les hérissons. Donc, c'est des actions pédagogiques avec les enfants. Là, tu peux passer assez rapidement. C'est juste vraiment pour montrer. Donc, on fait des ateliers avec les enfants. On écrit des articles et des lettres pour les plus grands aussi, pour toucher tout le monde. Et ça, c'est un peu ce qu'on fait à Goupil depuis 28 ans maintenant et qu'on va essayer de continuer avec vous. Et voilà. Donc, merci beaucoup à la FNE et au Hérisson. Et je laisse la parole au prochain intervenant. Eh ben, c'est moi, merci. Donc moi, je m'appelle Victoire Kuhn, je suis chargée de mission opération Hérisson chez France Nature Environnement Doubs, qui appartient au mouvement France Nature Environnement. Et donc, je vais vous proposer de rester avec moi juste ces 5 minutes pour vous parler de l'opération Hérisson, donc qui est un programme de recensement participatif qui concerne le hérisson d'Europe, comme son nom l'indique. Ce programme, il est né en 2018 dans le Doubs et depuis fin 2020, il est à l'échelle nationale. Donc, que vous soyez en Bretagne, en Corse ou à Cannes, vous pouvez renseigner les hérissons que vous observez, qu'ils soient vivants, morts même si c'est moins sympathique, mais également les indices de présence. Donc, les indices de présence, ça va être les crottes, les empreintes, plus rares, les piquants, des sons, mais également les nids des hérissons. Les objectifs de ce programme, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est évidemment d'améliorer les connaissances sur l'espèce, puisqu'en fait, tout le monde connaît le hérisson. En général, on n'a pas de mal à le reconnaître, à savoir ce que c'est, à quoi ça ressemble. Mais en fait, on ne sait pas du tout comment se portent les populations. Le deuxième objectif, c'est de sensibiliser. Donc, comme on disait juste avant, c'est vraiment un onglet très important. Nous, ça nous permet de faire passer des messages sur le hérisson pour diffuser des gestes favorables à cette espèce, mais qui vont également profiter à plein d'autres espèces. Donc, plus largement, on va diffuser des gestes en fait pour adopter des pratiques qui sont favorables à la biodiversité. C'est une façon également d'engager les citoyens et les citoyennes à mettre des choses en place à leur échelle, mais également quand ils sont très motivés, peut-être à agir à l'échelle de la commune. Et enfin, dans un second temps, c'est de préserver, parce que voilà, ça passe déjà par la sensibilisation, mais également en mettant effectivement des mesures de préservation en place, comme par exemple la mise en place de passages à faune entre jardins privés, on en parlait tout à l'heure. Toujours vérifier évidemment que le jardin d'à côté est accueillant, hein. Donc ça, c'est vraiment un peu l'option importante. Mais par exemple, ce sont des choses qu'on peut mettre en place derrière grâce aux données qu'on récupère via les participants et les participantes. Donc en fait, pour participer à l'opération Hérisson, il n'y a rien de plus simple. Quand vous observez un hérisson vivant ou mort ou un indice de présence, vous vous rendez sur l'adresse qui s'affiche, qui va vous mener vers une plateforme de recensement. Et là, on va vous demander un certain nombre d'informations. Il faut savoir que ce n'est pas toujours simple de renseigner des hérissons quand on est au volant. Et loin de moi de vous inviter à prendre le portable quand vous êtes au volant, je voudrais que vous sachiez que vous pouvez renseigner votre observation a posteriori. Donc en fait, vous retenez la localisation, l'heure et la date de votre observation et vous la renseignez ensuite quand vous avez les mains libres. Moi, j'ai déjà renseigné des observations 3 mois après parce que j'avais oublié, mais que j'avais la photo ou parce que je m'en souvenais très très bien. Donc voilà. Donc quand vous arrivez sur la plateforme, vous allez être invité à renseigner la date, l'heure, la localisation. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je mets la ville la plus proche et ensuite je bouge mon curseur pour le mettre à l'endroit exact où j'ai vu le hérisson. Et ensuite, vous serez invité, par exemple, à renseigner les éléments de paysage, le nombre d'individus observés, s'ils sont morts ou vivants, s'il y a des adultes, des jeunes. Également, la cause de la mort, quand vous pouvez l'identifier. Ça peut être plus difficile. En général, il n'y a pas trop de doute sur la mortalité routière et sur les chutes, par exemple, ou les noyades. Et enfin, vous êtes invité à charger une photo. Ce n'est pas obligatoire quand c'est une observation directe, parce qu'on part du principe que tout le monde sait reconnaître un hérisson, comme c'est le seul mammifère à piquant qu'on ait en France hexagonale. En revanche, pour les indices de présence, là, c'est plus compliqué. Donc, on a vraiment besoin d'une photo et je vous invite à utiliser une échelle de grandeur à côté pour nous permettre d'analyser la photo. Donc, par exemple, ça peut être juste une pièce de monnaie.
Et donc voilà. Souvent, on reçoit des remarques sur la plateforme. Nous, le mieux, c'est de nous adresser directement vos remarques, vos questions à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à diffuser l'opération Hérisson, parce que plus on aura de participants, plus on aura de données. Et derrière nous, ça nous permet de faire un vrai travail, une vraie étude pour améliorer les connaissances sur cette espèce. Voilà, merci. Pas qui partage. Voilà. Alors, merci vraiment à toutes les intervenantes. Excusez-nous pour le retard. Merci vraiment d'être venus si nombreux à ce webinaire. On espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. On ne manquera pas de répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse pendant le webinaire. Mais je pense que sur certaines, au fur et à mesure des présentations, vous en avez eu. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci encore à toutes les structures qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Et je vous souhaite une belle fête des hérissons. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site de FNE s'il y a des animations près de chez vous. Et on À s'est bientôt. bien débrouillé avec les difficultés techniques. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Tous.